Alors, les buts actuels du traitement du glaucome, c'est de maintenir la fonction visuelle du patient et sa qualité de vie à un coût raisonnable. Et donc, en 2018, il y a plusieurs termes, une autre terminologie qui est actuellement donc, dans la littérature, l'approche classique par l'évaluation clinique de la pression intraoculaire, de l'excavation, l'évaluation anatomique des fibres par l'OCT et fonctionnelle par le champ visuel est absolument nécessaire, mais est actuellement complètement insuffisante et on va vers des approches qui sont centrées sur le patient, sur les conséquences de sa pathologie, sur ses activités et sur son statut psychosocial. Et donc on voit depuis plus qu'une décennie maintenant une littérature qui abonde concernant la qualité de vie chez les glaucomateux. Et cette qualité de vie, comme toutes les maladies chroniques, elle peut être altérée déjà à l'annonce du diagnostic par l'altération de la fonction visuelle, et c'est le premier point, donc c'est la première cible thérapeutique, donc c'est de préserver la fonction visuelle. Et on s'est vite rendu compte que ces traitements qu'on donne pour préserver la fonction visuelle, malheureusement, pouvaient également altérer la qualité de la vision. Alors, comment le traitement altère la qualité de vie du glaucomateux? D'abord, donc, ça paraît évident par le nombre de gouttes. Donc, il y a plus de contraintes s'il y a plus de gouttes à mettre par jour. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, par l'altération de la surface oculaire qui est due à certains traitements antiglaucomateux. Ces effets secondaires du traitement peuvent altérer également la fonction visuelle par non-adhésion au traitement, non-adhérence au traitement. C'est en effet la troisième cause de non-adhérence au traitement après l'oubli et l'administration inappropriée. Je ne parlerai pas de l'importance cruciale de l'observance thérapeutique dans la maladie glaucomateuse. Donc, on s'est penché sur la surface oculaire et le traitement antiglaucomateux. Dans une étude qu'on avait réalisée au service, on a évalué la pathologie de la surface oculaire chez les patients glaucomateux par donc des signes subjectifs et des signes objectifs. Et donc, sur le plan subjectif, on a montré que des signes donc, étaient présents dans 50% des cas chez les patients glaucomateux et ils étaient donc, surtout à type de sensation de brûlure oculaire. Et sur le plan objectif, on a montré une présence d'un syndrome sec oculaire modéré à sévère chez la moitié des patients glaucomateux. Les anomalies de la conjonctive étaient surtout à type d'hyperémie conjonctivale, mais qui étaient présentes dans 70% des cas. C'est 2/3 des patients glaucomateux, c'est énorme. Nos résultats étaient parfaitement concordants avec la littérature qui montre que la pathologie de la surface oculaire était présente déjà dans la population générale âgée chez 15% des patients, que les patients ayant un glaucome qui sont traités par des collyres antiglaucomateux, la moitié avaient une pathologie de surface oculaire, et dans certaines études, cette fréquence pouvait aller jusqu'à 90%. Ce qui est vraiment reconnu, c'est que cette pathologie de surface oculaire, elle est souvent sous-estimée dans notre pratique courante. Peut-être d'abord parce que les symptômes sont variables et non spécifiques. Ils sont à type de sécheresse oculaire, de rougeur, de larmoiement, d'irritation, de brûlure, de corps étranger. Parfois, il y avait une photophobie et rarement une altération de la vision. Ce qui est frappant, c'est la discordance entre les signes fonctionnels qui sont rapportés par les patients, qui sont souvent très peu expressifs. Ils ne se plaignent pas vraiment de syndrome de pathologie de surface oculaire et les résultats des tests cliniques objectifs qui montrent vraiment la pathologie donc, de surface oculaire qui est présente chez quasiment la moitié des glaucomateux. Cela serait expliqué par la baisse de la sensibilité cornéenne, qui peut être secondaire à l'inflammation, mais également, et c'est notre sujet aujourd'hui,
aux conservateurs, surtout donc le BAC qui est le conservateur le plus utilisé en ophtalmologie, qui peuvent agir comme un anesthésique topique. Et donc quand on utilise des méthodes objectives, comme ça a été le cas dans cette étude récente, notamment l'index de la pathologie de surface oculaire, le staining cornéen, le break-up time et les concentrations des conservateurs, et par des analyses multivariées, donc clairement cela impacte donc la pathologie de surface oculaire de façon complètement indépendante. L'utilisation des conservateurs paraît incriminée dans la pathologie de surface oculaire chez le glaucomateux. Alors, donc des conservateurs dans les collyres, pourquoi? Donc, tout simplement, les conservateurs ont été développés dans les années 60 parce que les multidoses, ça coûte moins cher que les unidoses. Et donc les premiers conservateurs étaient les dérivés de mercure, l'alcool, le parabène, la chlorhexidine. Et le chlorure de benzalconium, qui est actuellement le conservateur le plus utilisé en ophtalmologie, était alors moins allergène et donc altère moins la surface oculaire que les autres conservateurs, et notamment les dérivés de mercure. Donc, il avait un effet antimicrobien, c'est par un effet simplement détergent, c'est un agent de surface, un ammonium quaternaire, qui permettait donc une rupture de la membrane cellulaire bactérienne, et donc cet effet antimicrobien. Et d'un autre côté, il permettait donc d'éviter la biodégradation du principe actif. Sauf que cet effet antimicrobien, il a été démontré que ce n'était pas vraiment éviter la contamination microbienne, mais c'était plutôt retarder, parce que les études ont montré qu'il y avait quand même une contamination après 15 jours d'ouverture dans 30% des flacons. D'ailleurs, c'est pour cela que la majorité des collyres conservés ont une durée de vie de 15 jours. Oula. Donc, voilà. Donc ça, c'est pour l'effet antimicrobien. Alors, certaines études disaient au début que grâce à un effet qui est au début paraît nocif, qui est donc l'altération de la rupture de la barrière épithéliale cornéenne, mais cela avait également un effet bénéfique qui était l'augmentation de la pénétration du principe actif, et donc on disait que les collyres conservés étaient meilleurs et plus efficaces que les collyres non conservés. Actuellement, cette notion n'existe plus. Les études ont montré qu'il n'y avait aucune différence en termes de concentration dans l'humeur aqueuse des collyres conservés par rapport aux non conservés. Et cela a été réalisé avec beaucoup de familles de traitements antiglaucomateux, dont les bêta-bloquants, les analogues de prostaglandine et les associations d'orzolamide-thymol. Donc cette notion, actuellement, elle n'existe pas. Et d'ailleurs, à part la concentration de l'humeur aqueuse, on a même étudié les effets cliniques et on n'a pas montré d'évidence d'un meilleur contrôle de la pression intraoculaire avec les collyres conservés. Et vous voyez que les premières études avec les bêta-bloquants datent des années 90. Donc cela est une notion qui est assez actualisée maintenant. Les collyres en unidose sans conservateur sont aussi efficaces que les collyres qui sont conservés. Par contre, l'effet cytotoxique a été bien démontré par des études animales, par des études in vitro et des études in vivo. Tous ces effets cytotoxiques ont été bien démontrés, l'instabilité du film lacrymal, le dysfonctionnement des glandes de mébomus, une apoptose des cellules épithéliales, une rupture de l'épithélium cornéen, une fibrose sous-conjonctivale avec une inflammation conjonctivale qui ont été incriminées dans l'échec de la chirurgie filtrante, et même un effet cataractogène et une fibrose du trabéculum. Le BAC peut en effet s'accumuler dans les tissus, même dans les structures oculaires profondes, et on a montré qu'il était retenu dans les tissus jusqu'à 7 jours, 168 heures, après instillation d'une seule goutte donc de BAC à 0,01%. Donc,
Ces études ne sont pas toutes récentes. La première étude datait déjà de 2007, donc ça fait 10 ans. C'était une grande étude observationnelle européenne sur plus de 9000 patients et qui a montré la corrélation entre les symptômes de la pathologie de surface oculaire et la présence de conservateurs. Ces effets toxiques sont proportionnels au nombre de traitements prescrits. Une pathologie de la surface oculaire affecte 38% des patients sous monothérapie, cela passe à 50% des patients sous bithérapie et quasiment 2/3 des patients et quasiment 3/4 des patients sous trithérapie ou plus. Et déjà en 2009, l'Agence européenne du médicament avait donc certaines recommandations, c'était d'éviter les conservateurs chez les patients intolérants au collyre, chez les patients traités au long terme, et c'est le cas des patients glaucomateux, et recommander d'utiliser les concentrations minimales pour avoir un effet antimicrobien. Les recommandations actuelles, donc, c'est de privilégier les associations fixes parce qu'on peut jouer sur le nombre de traitements et de privilégier les collyres sans conservateur. Pour qui? Est-ce qu'on peut se le permettre pour tous les patients? Alors évidemment, déjà, tous les patients qui ont déjà une pathologie de surface oculaire doivent bénéficier d'un traitement sans conservateur. Ces patients sont dans un groupe à haut risque de pathologie de surface oculaire, vu l'âge, vu la maladie chronique, vu le nombre d'instillations. Et puis, ceux qui, au cours du traitement, vont souffrir d'effets indésirables du traitement, mais il faut déjà pour autant les diagnostiquer. Et vraiment, la notion qu'on retrouve, qui est récurrente dans la littérature, c'est la sous-estimation de la pathologie de la surface oculaire. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut d'abord sensibiliser l'ophtalmologiste. C'est le premier praticien qui doit diagnostiquer la pathologie de surface oculaire. Souvent, ce n'est pas parce qu'on ne la cherche pas, mais parce que le glaucome étant une pathologie cécitante, l'ophtalmologiste relargue en second lieu la pathologie de la surface oculaire, vu l'effet bénéfique du traitement. Mais on a vu que les effets indésirables pouvaient être une cause d'abandon du traitement et donc d'échec thérapeutique. Deuxième point, pourquoi la pathologie est sous-estimée, c'est que ces effets indésirables sont d'abord dose-dépendants et surtout temps-dépendants. C'est ce qui explique que la majorité, sinon toutes les études qui étudient l'efficacité des collyres conservés montrent que ces collyres montrent l'efficacité et l'innocuité, parce que des études de l'efficacité et l'innocuité durent 6 mois ou maximum 1 an, alors que les effets sur la pathologie de la surface oculaire peuvent apparaître des années, voire des décennies après. Et donc l'ophtalmologiste est au premier plan pour surveiller régulièrement la surface oculaire, comme on mesure la tension, comme on mesure l'excavation et comme on regarde nos OCT et nos champs visuels. Il faut également utiliser les bonnes méthodes pour diagnostiquer la pathologie de la surface oculaire et il faut oublier les signes subjectifs. Il faut privilégier les méthodes objectives, les questionnaires validés, et une simple goutte de fluo peut en dire beaucoup sur l'état de pathologie de surface oculaire. Et cet examen doit être systématique. On met la goutte de fluo pour prendre le tonus oculaire. Il faut d'abord, avant de mettre le tonomètre, regarder la surface oculaire. En conclusion, quelle est vraiment la place des unidoses? En fait, les unidoses dans le traitement du glaucome ont montré leur efficacité et leur innocuité. Alors pourquoi pas des unidoses pour tous les patients? Et je pense que la seule question reste la question du coût. Et peut-être les laboratoires Unimed parleront mieux que moi sur ce point. Je vous remercie.